Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est fait, on connaît la nouvelle Top Gun. Je pense que maintenant, ce terme-là va pouvoir prendre le bord maintenant, mais la nouvelle, la nouvelle dirigeante de l'organisme là, tout nouvellement créé, Santé Québec, Geneviève Biron, de son nom. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est en raison des laboratoires Biron, le Biron Groupe Santé, de laquelle elle fait partie. C'était l'ex-présidente directrice générale de tout ça, et donc deviendra la grande patronne. Elle n'y était plus là, depuis 2 ou 3 ans. Elle avait quitté, elle était rendue, dans le fond, à gérer un fonds... une espèce d'aide à des démarrages d'entreprise pour des jeunes, là, mais elle s'était retirée de l'entreprise du groupe Biron. Mais elle dit qu'elle était 30 ans dans le domaine de la santé, donc à donner des services. Oui, et là... Préoccupée par l'expérience client. Oui, elle a géré aussi... C'est une belle qualité, ça, pour gérer notre réseau de la santé. Formation en ressources humaines aussi, parce que Dieu sait qu'il y en a de la ressource humaine à gérer dans le système de santé aussi. Ça devient... La journée où c'est créé officiellement, là, le lendemain matin, ça devient de loin, le plus gros employeur au Québec. Elle, là, Geneviève Biron, elle gère une business de plus de 300 000 employés. Là. Ça, c'est de la business, ça, 300 000 employés. Numéro 1, et je sais même plus c'est qui le numéro 2. Oui, et là, on va être vraiment dans un mammouth, hein? C'est le terme qui est souvent employé là, dans les médias, le mammouth de la santé. Puis pour notre collègue, le caricaturiste Y, là, qui fait toujours cette image du réseau de santé comme un gros mammouth laineux, difficile à tourner. Donc, on va avoir tout un mandat pour Mme Biron, qui a été quand même celle sélectionnée parmi beaucoup de candidatures. Là. C'était intéressant de savoir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. On parle de 61 personnes là, qui ont présenté leur CV en tout et partout. Eh bien, elle va devoir, elle, mener le gros réseau de la santé, quand même avec un bon salaire. Là. Il est connu maintenant, 652 000 $ pour les 2 premières années à la tête de Santé Québec. Contrat de 3 ans pour l'instant, donc, qu'elle a. Et un premier vice-président exécutif aux opérations, c'est Frédéric Abergel, qui, lui, n'est pas dans le privé, mais plutôt dans le public. C'était le PDG d'un CHUM depuis février 2023. C'est un duo intéressant, Mario, va falloir voir. Ouais, je viens de trouver. C'était qui le plus gros employeur au Québec avant la création de... C'est le chiffre de 2021? Non. Métro. Le groupe Métro, avec les gens coutus qui font partie de Métro maintenant. C'est vrai? Combien? 50... c'est écrit petit. 59 000 employés. Ouais, tu vois, là, le réseau de la santé, l'agence de santé, ça va être, je sais plus, 300 quelques mille. Ouais, donc, moi, écoute, on reste sceptique, c'est-à-dire que il y a tellement de problèmes dans le réseau de la santé. On dit, bon, on va créer une agence, ça sera plus pareil. Oui, j'attends pour voir, j'espère. On est comme obligé de rester optimiste parce qu'on dit, à moins de vouloir déménager du Québec, il faut garder un petit peu d'espoir qu'on va pouvoir avoir des meilleurs soins de santé. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui dénonçaient, vient du privé. J'ai même vu l'expression la marchandisation de nos soins de santé. Là, lâchez-moi. Moi, tout ce qu'elle a comme expérience quand elle me parle de expérience client, qualité de service à la clientèle, là, au contraire, je prie, j'espère de tout mon cœur qu'elle va garder ça. Parce que c'est sûr que le genre d'entreprise qui donne des soins de santé, qui sont venus un petit peu haut de gamme, les laboratoires Biron, ça marche, là. Ça opère, ça y va. Ils sont basés sur... Ça veut pas dire que c'est toujours parfait, mais c'est basé sur l'expérience client. C'est du monde occupé, qui sont en train de marcher du travail, ils viennent avoir un vaccin, ils viennent chercher un soin, ils viennent passer une radiographie, ils viennent en avoir moins 10. L'idéal, c'est qu'en 9h10, tout ça est reparti, tu comprends? Il y a cette philosophie. Alors, si on peut l'implanter ou ce sera jamais parfait dans le réseau public, mais un peu de souci pour l'expérience client. L'expérience client étant, j'ai besoin de voir un médecin, qu'est-ce qui m'arrive, les délais, l'accueil, pas tout le monde convoqué à la même heure, à 8h le matin pour passer à 2h l'après-midi. Ouais, la bureaucratie autour de tout ça. Là. Tout ce qui fait que ton expérience comme patient dans le réseau de la santé est parfois une espèce de parcours du combattant, là, si elle peut rendre ça plus efficace, puis d'avoir accès plus rapidement aux soins, mais... Ouais, parce qu'on peut pas blâmer le gouvernement de pas essayer quelque chose. Là, parce que ça fait des années qu'on essaye, ça marche pas, on essaye, ça marche pas, on veut changer quelque chose, ça fonctionne pas. Et tu sais, après ça, la solution, c'est pas de rester assis les bras croisés à rien faire. Faut essayer des choses. Là. Je l'ai trouvé quand même, elle m'a plutôt impressionné aujourd'hui parce que je me disais, hey, conférence de presse, t'as jamais fait ça de ta vie, t'as jamais été dans le monde vraiment public, dans une entreprise privée, t'as pas vraiment de conférence de presse. Puis là, ta conférence de presse, c'est que toi, tu deviens celle que Dubé a... pré-qualifié, la Top Gun, c'est
Donc, il va régler les problèmes du réseau de la santé. C'est comme une conférence de presse pour te péter la gueule solide. C'est comme... Puis non, écoute, j'ai trouvé qu'elle répondait, qu'elle était vraiment calme, elle avait l'air quand même confiante, elle répondait bien, pas trop prétentieux, parce que là, écoute, le défi est tellement immense, mais bon, monte pas les attentes, là. Mais non, j'ai trouvé quand même que c'est un départ correct. Oui, puis je trouve que tu fais bien de le souligner, de le dire, Mario, parce que là, cette personne-là, la personne qui allait prendre le poste, là, dans ce cas-ci, c'est Mme Biron. On se comprend qu'elle prend, là. C'est un beau cadeau, il y a un beau salaire, mais c'est un beau cadeau empoisonné. Là. Ça fait longtemps qu'on se dit, quand ça va mal dans le réseau de la santé, le gouvernement puis le ministère, là, il y a quelqu'un assis dans une chaise avec son nom dessus. Cette personne-là est responsable maintenant du réseau de santé. C'est beaucoup de blâme. Je suis convaincu. D'abord, elle doit être bien riche. Là. Quand elle a vendu ses parts dans le groupe Biron, je sais pas si ça va. Mais tu sais, on s'entend que. Fait que, je comprends, on va dire que c'est un gros salaire, là, 1,5 million par année, là, mais... Elle n'est pas là pour l'argent. Non. Fait que, on sous-estime. Moi, je pense qu'elle a dû s'en faire une espèce de fierté, là, une espèce de... Tu sais, souvent, ces genres d'affaires-là qui ont réussi, ça se peut qu'elle, dans sa tête, elle se dit... comme on dit au Québec, moi, il a montré, là. C'est le défi ultime, on se comprend-tu? Le défi ultime de dire, moi, je suis gestionnaire, j'ai géré, puis je vais leur montrer qu'on peut faire mieux. Fait que j'ai l'impression qu'elle doit arriver avec vraiment... Peut-être que malgré ça, elle va se casser les dents sur l'impossible. Mais j'ai l'impression qu'elle doit arriver avec une réelle espèce de fierté là, des gens dans le privé qui veulent que leur business marche, puis pouvoir dire, regarde, là, ça font... Ben, elle a choisi le plus gros défi qui soit. C'était dans un c'est jeu... juste que... C'est juste que... Tu sais, elle arrive le jour 1, là. Moi, je suis convaincu, maintenant, elle va faire une tournée des établissements, voir un peu comment ça marche, là. Moi, je pense qu'elle va revenir, là. Elle va pleurer dans son bureau. Non, mais... Parce que là, elle va dire, mettons, mais là, telle affaire, ça n'a pas de bon sens, on perd du temps en faisant ça, là, on pourrait aller bien plus vite. Et là, convention collective, article 2.9.7.4, alinéa 3, là, si vous faites ça, il va y avoir un grief. Parce que c'est des milliers de règles, de conventions qui sont toutes faites pour donner le moins de soins possible, pour ralentir, pour pas que ça marche. Fait que c'est ça qui me fait peur, qu'une personne, mettons, elle fait une tournée, là, puis qu'elle regarde ça avec un œil un petit peu vif d'une personne dans le privé qui est habituée. Mais là, regardez, la pauvre madame, elle l'attend. Pourquoi t'as pas... Ah ben non, mais là, vous comprenez pas, là, c'est pas le même ça fonctionne. Ici, il y a des règles, puis tout ça, puis là, l'autre est dans sa pause, il a le droit à une pause. On dirait que je l'imagine en venir d'une tournée là, de 2-3 jours, on va avoir visité des établissements dans quelques régions du Québec, là, puis rentrer dans son bureau, là. Je veux dire, lancer ses souliers à talons hauts dans le mur, là, puis se rentrer la tête dans le divan du bureau en broyant, en disant non, mais j'y arrive. Mais je dois être trop. Ça sera pas ça. Mais non, Mario, soyons optimistes. Soyons positifs, ça sera pas ça. Ouais, soyons positifs, mais réalistes. Parce que honnêtement, si elle était dans un jeu vidéo, Mme Biron, là, elle vient de choisir le défi ultime, la difficulté maximale qu'elle pouvait aller. Elle l'a pris. Actualité. Sinon, c'était la grosse nouvelle dans l'actualité politique québécoise. Émilie Slessard-Terrien, co-porte-parole de Québec solidaire, quitte ses fonctions. Elle qui était déjà là, dans un congé là, de maladie, avait quitté ses fonctions, parlait là, d'un espèce d'épuisement professionnel à ce moment-là. 4 mois à peine après avoir été élue, elle décide de quitter, puis quitte un peu de la manière dont Catherine Dorion avait quitté, ancienne de Québec solidaire, c'est-à-dire en faisant un peu de la politique de terre brûlée, en claquant la porte. En pointant du doigt Gabriel Nadeau-Dubois, clairement. Le style de leadership, la gestion, l'entourage. Oui, elle a publié une lettre sur Facebook dans laquelle elle explique que c'est comme une espèce de clique autour de Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il y a une espèce de groupe à l'interne là, du parti qui ont leurs idées et qui sont difficiles de faire changer d'idée sur quelque chose. Parce qu'elle a dit avoir tout essayé là, pour faire bouger quelque chose. Puis là, elle a des images un peu poétiques, là, que c'est comme... C'est comme ce qui est arrivé, c'est comme le gel là, qui détruit une petite pousse de fleurs, quelque chose comme ça. Là, mais oui. On comprend l'image là, qu'elle s'est faite. Parce qu'elle dit qu'elle est, en quelques mois, est devenue usée. Moi, sincèrement, je suis renversé à quel point c'est rapide. Parce que c'est pas long, là, 4 mois. Moi, mon feeling, je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Peut-être que c'est vraiment leur virer de bord, claquer à la porte ses doigts quand elle a essayé de faire des suggestions. Moi, je dirais, il me semble, faut que tu te donnes 1 an. Tu sais, pour dire que moi, je vais tester, je vais voir si est-ce que mes points de vue sont entendus, est-ce que mes points de vue sont acceptés. Parce que dire que tu as tout tenté en 4 mois... Ouais, parce que ça fait 5 mois qu'elle a été élue,
Mais le dernier mois, elle est en maladie. Elle est en arrêt de maladie. Elle n'a pas siégé du tout. Elle n'a pas allé du tout dans aucune réunion. Là. Fait que ça fait vraiment du 26 novembre à la fin mars, quand elle a pris son congé de maladie. C'est vraiment 4 mois, on va dire, à essayer de changer les choses. Puis là, tu sais, le premier mois, là, t'es entre le 27 novembre, mettons, puis Noël. Fait qu'on le compte à peine, là, tu sais, un petit peu, mais là, tu arrives dans le temps des fêtes. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça vraiment rapide. En même temps, c'est toute une claque pour Québec solidaire, là. C'est tout un retour à la case départ. Tu viens de choisir une nouvelle co-porte-parole. Puis là, c'est de voir comment les membres vont réagir. Est-ce que les membres vont se rallier derrière Gabriel Nadeau-Dubois en disant, ben là, on en nomme une autre, on se crache des mains, puis on recommence? Ou est-ce que ça va lancer dans le membership une espèce d'appel à dire, ben là, avant de nommer une autre co-porte-parole féminine, là, il faut que les choses changent dans le parti, puis là, est-ce qu'il pourrait y avoir une espèce de révision? Je pense pas qu'ils vont mettre dehors Gabriel Nadeau-Dubois, mais une révision du fonctionnement du parti. Oui, mais déjà, Gabriel Nadeau-Dubois lui-même a dit qu'il voulait faire un bilan sur la situation, sur ce qui s'est passé, a dit de prendre une part de responsabilité de l'échec de la greffe, parce que c'est une greffe, là. Émilie Desautariens était plus élue. Oui, c'est ça. C'est une greffe, puis pas, je l'ai entendu utiliser l'expression. C'est un défi particulier d'avoir comme co-porte-parole quelqu'un qui ne siège pas à l'Assemblée nationale. Parce que le fait de siéger à l'Assemblée nationale, d'abord, elle a une paye. Là, tu règles le problème de sa paye. Elle a la paye de député de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, elle a une tribune, parce que la salle de conférence de presse de l'Assemblée nationale, bien, sur un sujet, c'est un qui... Elle était chez elle au Témiscamingue. Bon, venait à Québec, à Montréal, voulait faire des tournées des régions, mais reste que... Là, il fallait que le parti fournisse un salaire. Donc, il y avait une complication, sauf que c'est ce que les membres avaient choisi. Fait qu'à mon avis, tu n'avais pas le choix d'accommoder tout ce que le parti décrit aujourd'hui comme des complications, là. Ça avait été dit avant l'élection. Oui, il savait dans quoi il s'embarquait, là. Oui, avant qu'elle ait été élue, ses adversaires, Ruba Gazal, Christine Labrie, disaient « Ouais, mais là, si on est lié, on va avoir telle complication. » Ben, les membres ont voté pour elle quand même. Ça veut dire que c'est ce que les membres voulaient. Donc, tu n'avais pas le choix d'accommoder ça. Oui, puis là, il y a l'autre enjeu aussi qui va rentrer en ligne de compte. Là, quand tu le dis, où vont se ranger les militants, où vont se ranger les membres de Québec solidaire. Puis déjà, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on observe. Hein. Il y a le concept là, de... Ça fait 2 fois qu'il y a une porte-parole féminine ou une femme qui quitte Québec solidaire. Il y a déjà des gens qui commencent à pointer du doigt en disant que... On a un problème avec les femmes à Québec solidaire. Oui, c'est-à-dire que c'est un parti qui s'est toujours auto-défini comme féministe, là. Ouais, là, ça, c'est une autre affaire, là, parce que effectivement, dans ce cas-ci, c'est des porte-paroles féminines. Est-ce que c'est... c'est pas 200, là, c'est 2. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a une espèce de pattern? C'est ce qui va être à surveiller. Tout savoir en 24 minutes. On suit également la situation qui se passe du côté de l'université McGill parce que, comme les campus des grandes universités américaines, depuis la fin de semaine, il y a un campement de manifestants pro-palestiniens qui a été érigé sur le terrain gazonné, là, juste à côté de l'entrée du campus McGill. Et au départ, on parlait là, de quelques dizaines de tentes samedi matin, mais là, ce matin, lundi, on dépassait le 70. Là. Et en plus de tout ça, c'est que le périmètre de ce campement qui est érigé maintenant, il est entouré de clôtures métalliques. Là. Il y a véritablement presque une palissade autour du campement qui s'est formée à cet endroit-là. Et du côté de la direction de l'université, on commence à s'inquiéter beaucoup. Là, parce que comme dans plusieurs manifestations pro-palestiniennes, quoiqu'il y a beaucoup de gens qui sont pacifiques, respectueux, mais ça vient toujours avec son lot de troubles-fêtes, puis particulièrement de gens qui amènent des propos antisémites, là, de la haine anti-juive qui est amenée directement. Aux États-Unis, on a juste à prendre l'exemple. Aux États-Unis, sur certains campus, les étudiants d'origine juive, les étudiants de confession juive, se sentaient plus à la sécurité d'aller à leur cours, de passer à travers sur ces terrains-là. Il y a même des endroits où on est revenu en mode pandémie, là. Oui, l'enseignement à distance. On a dit là, à cause de tout ça, c'est plus sécuritaire d'aller sur... Ben là, c'est complètement sauté, là. Oui. Je veux dire, je comprends que le libre droit de manifester sur un campus universitaire soit respecté, mais le libre droit de manifester, à mon avis, il arrive deuxième derrière le libre droit d'aller de façon sécuritaire et libre à ses cours. Oui, pour lesquels on paye cher. Pour lesquels on paye et pour lesquels l'université existe. Si c'était pas d'aller suivre des cours, l'université n'aurait pas de raison d'être. Donc, la première chose, ça devrait être que chacun puisse, en toute sécurité et en toute liberté,
aller suivre les cours pour lesquels l'université existe. Oui, puis là, le problème après ça, c'est celui du dialogue. Parce que du côté de l'Université McGill, on dit qu'on essaie de communiquer avec les manifestants, puis que il n'y a pas de progrès possible. Là. On ne donne pas d'option, on ne donne pas d'avenue de sortie, il n'y a pas de solution avancée. Mais McGill a quand même changé d'idée, parce que ce matin, ils ont émis une espèce de communiqué, là, par écrit, dans lequel ils disaient que cette nuit, ils avaient des images de caméras de surveillance, qu'il y avait eu de l'intimidation, des comportements inacceptables, qu'ils avaient la preuve qu'une grande partie des manifestants ou des gens installés dans le campement n'étaient pas des étudiants de McGill. Ouais. Donc, tout leur message laissait entendre qu'ils n'allaient pas tolérer ça, qu'ils allaient nettoyer ça. Et en avant-midi, quand les journalistes se sont présentés sur place, là, McGill a complètement changé de discours. Finalement, les manifestants étaient pacifiques, semblaient pas nuire à personne, semblaient plus intimider personne. Fait que là, tu te dis, OK, est-ce que c'est un changement de discours parce qu'on s'est rendu compte ou on s'est fait dire faut pas intervenir, faut les laisser tranquilles? Qu'est-ce qui se passe du côté de la direction de McGill? Bien difficile de le comprendre. Oui, et puis après ça, de savoir comment ça peut se régler, tout ça, là, parce que du côté du SPVM, pour l'instant, on n'a pas reçu de demande de l'Université McGill d'aller encadrer tout ça. Pas de plainte. Donc, combien de temps ça va durer? Puis à combien de tentes aussi on peut monter dans ce genre de campement-là? C'est ce que j'allais dire, parce que les images qu'on a vues, en tout cas, de cet avant-midi, ça avait l'air assez pacifique, ça avait l'air assez tranquille. Oui. Mais c'est juste que là, un campement comme ça, on l'a vécu dans le passé. Il y en a qui ont été démantelés par des pompiers parce que là, à un moment donné, une nuit, il fait froid. Les gens se font des feux là-dedans. Plein d'affaires où ça peut devenir dangereux. Puis là, est-ce que tu laisses sur une propriété privée, comme une université, des gens non seulement planter leur tente, mais s'élever de la clôture, une barricade? Qui est contrôlée par des manifestants masqués qui empêchent même les journalistes d'y aller, là, pour l'instant? Oui. C'est sûr que ça porte à réflexion. C'est ça. Tout savoir en 24 minutes. On a appris que la Fédération autonome de l'enseignement allait se jeter dans le ring aux côtés de la commission scolaire English Montreal pour aller contester devant la Cour suprême la loi 21 sur la laïcité de l'État ici au Québec. Mais surtout, la FAE décide d'aller encore plus loin. Là. Le syndicat veut pousser aussi la clause dérogatoire et son utilisation devant la Cour suprême, à savoir, est-ce qu'on l'utilise de manière trop facile, trop aisée du côté des provinces depuis un moment? Veulent ouvertement réduire les pouvoirs. La FAE veut réduire les pouvoirs de l'Assemblée nationale, veut encadrer un peu là, ce que certains libéraux fédéraux comme David Lametti ou des gens... Là, ou Pierre-Éliott Trudeau. Là, donc, on est vraiment dans le multiculturalisme ou les droits à l'extrême. C'est assez spécial comme position. Je vais dire, je ne comprends pas que la FAE puisse faire ça sans aller chercher un mandat de ses membres. Parce que là, le mandat qu'ils considèrent avoir, c'est qu'en 2013, à l'époque de la charte du Parti québécois, il est allé chercher un certain mandat de représentation. Mais là, eux autres, ils extensionnent ça pour dire que... C'est toujours le mandat qu'ils ont. Donc, à partir de là, ils ne consultent plus jamais les membres là-dessus. Ouais. C'est juste les instances de haut niveau qui, elles, semblent vraiment très, très, très gauche, woke. Là, c'est que ça fait plus que 10 ans. T'as peut-être même plus tous les mêmes membres aussi, là? Ouais, parce que là, un des commentaires que je lis, c'est il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui sont plus pro-laïcité. Mais deux, il y en a d'autres qui disent, OK, cet automne, les enseignants se ramassaient dans les banques alimentaires parce qu'on n'avait pas... La FAE n'avait pas les moyens de payer un fonds de grève. Puis là, ils ont de l'argent pour payer des avocats pour aller participer à une cause... devant la Cour suprême du Canada. Devant la Cour suprême à Ottawa, contre le gouvernement du Québec, contre la laïcité, contre... D'autant plus que le jugement de la Cour d'appel, à mon avis, aurait dû calmer beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses un peu extrêmes qui avaient été dites. La loi 21, c'est une loi ci, c'est une loi ça. Et le jugement de la Cour d'appel, sur le fond des choses, est venu dire non, c'est une loi fort raisonnable, c'est une loi... qui encadre, qui va pas trop loin, que l'Assemblée nationale était dans son droit de faire ça pour assurer la laïcité pour les personnes en autorité. Donc, tu sais, la FAE prend le mort aux dents sur quelque chose où il me semble que la Cour d'appel avait calmé le jeu. Bon, eux disent la Cour... Écoute, ils sont rendus loin. Ils disent la Cour d'appel se base sur un jugement de 1988. Nous, on veut retourner au fond des choses, au fondement de la Charte des droits et libertés de Pierre-Éliott Trudeau, puis de la Constitution canadienne, puis la protection de nos droits. Peut-être que c'est l'opinion majoritaire des membres de la FAE, mais moi, je pense que ça mériterait minimalement d'être vérifié. Économie. Bonne nouvelle pour le milieu de l'humour. Les restants du groupe Juste pour rire, c'est dommage qu'on doive utiliser ce terme-là, mais le groupe qui a depuis fait faillite, mais pourrait
être vendus dans un seul bloc. Là. Donc, il n'y aurait pas de morcellement de toutes les compagnies qui composent le groupe juste pour rire. Là. C'est ce qui a été affirmé du côté du contrôleur Christian Bourque qui expliquait devant la Cour supérieure là, qu'il y a en ce moment 5 derniers grands investisseurs là, qui sont retenus, qui auraient les reins assez solides pour être capables d'aller racheter toutes les entités du groupe Juste pour rire et donc peut-être potentiellement sauver là, Juste pour rire un peu de la manière dont on le connaît. Mais ça va prendre un investisseur là, qui inspire confiance là, parce que je veux dire, il y a des gens qui avaient été échaudés à l'époque de Roson, de Gilbert Rozon, à ce moment-là. Puis dans l'après, il y en a déjà qui avaient quitté, des humoristes. Je veux pas que mon nom soit associé à Juste pour rire. Il y en a qui sont restés. Là, il y en a d'autres. Écoute, c'est quand même un traumatisme qu'ils viennent de vivre. Là, ceux qui avaient des tournées cet été, qui disaient, on va se débrouiller par nous-mêmes, maintenir les tournées. Ça va prendre vraiment quelqu'un qui va être rassurant, là, dont la présence, dont le rôle va faire dire aux artistes puis aux artisans « Oh, OK. » Puis tant mieux si c'est vendu. Je comprends qu'on souhaite que ce soit vendu dans un bloc plutôt que tout démanteler. Oui. Pour l'avenir du groupe et pour l'avenir de ceux qui y travaillent. Mais ça va, d'après moi, il va y avoir du monde à rassurer pour dire « OK, là, on repart sur des nouvelles bases, on repart sur des bonnes bases, ça va bien aller. » Ouais, puis il y a des dettes substantielles quand même à l'éponger. Là. Ça frôle les 50 millions de dollars, là, ce qui avait été absorbé comme dette là, par le groupe. Donc, à voir quand même. Mais probablement que ça va être racheté pour une partie des dettes, tout simplement. Ouais. L'acheteur va tout simplement s'entendre avec les créanciers sur vous donner quelque chose sur une partie des dettes. En échange, vous renoncez à votre créance, vous laissez aller, puis il devient propriétaire. À voir. Le Monde. C'est tout un procès, Mario, qui s'ouvre en ce moment en Allemagne, le procès de 9 des 26 membres du Reichsbürger, ce groupe des citoyens du Reich, comme on peut l'appeler ici en français, qui est un groupe complotiste, souvent de mouvance d'extrême droite, qui a été démantelé en fin 2022, juste avant que ces derniers aient essayé de faire un coup d'État, là, ni plus ni moins en Allemagne. Là. On voulait aller faire un coup d'État, ces gens-là étaient armés, on a trouvé des armes, des munitions de leur côté, mais surtout, c'est une espèce de drôle de mouvement complotiste de citoyens souverains qui ça promet là, dans un procès, s'il y a bien une chose qu'on a retenue de la mouvance des citoyens souverains, c'est que ça va brasser parce dans qu'ils un procès. Reconnaissent rien, ils reconnaissent pas les institutions, se moquent de tout, contestent. Ouais, absolument. Puis je me suis penché plus amplement là, sur le mouvement là, de ce fameux Reichsbürger, Mario. C'est des gens là, qui reconnaissent même pas le fait que l'Allemagne, en ce moment, soit une république fonctionnelle. Pour eux, depuis l'avant-guerre mondiale, c'est encore et toujours une monarchie en Allemagne. Et depuis ce temps-là, ça a été changé par les Alliés qui sont secrètement au pouvoir dans le pays, qui auraient établi non pas une république. C'est pas les Allemands qui ont élu Helmut Kohl puis Angela Merkel. Mais... En fait, ces gens-là ne seraient même pas élus, Mario, puisqu'il n'existe pas de citoyens en Allemagne, selon ce qu'eux pensent, seulement des employés. Parce que le gouvernement allemand serait une compagnie privée, Mario, mise en place par les Alliés, et tous les Allemands seraient donc des employés de cette grande compagnie allemande. Ça fait partie des théories du complot. Je sais que ça a l'air farfelu, mais qu'avance ce groupe-là. Puis c'est ce qui fait maintenant que le procès risque d'être assez spectaculaire. Merci, considérant en plus qu'il y a un véritable prince, Mario, parmi les rangs de ces gens-là, Monsieur Rius Henri XIII, 71 ans, un prince allemand là, descendant d'une véritable famille royale allemande là, qui ont régné sur une région pendant au-dessus de 800 ans. Puis lui, il se retrouve là-dedans maintenant, alors que le reste de sa famille l'écarte de toutes leurs discussions familiales parce que c'est un peu le mouton noir du reste de cette fratrie. Bref, vraiment un procès qui promet, là, avec des gens qui ne reconnaissent pas les lois ni les tribunaux. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.